Business School de m'accueillir. On va faire 2 conférences du coup de suite. Vous pourrez partir au milieu si vous le souhaitez. La première va être plus consacrée à la dimension des big data dans l'aviation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Quelles sont les applications concrètes des big data dans l'aérien? C'est ce qui est derrière moi. La deuxième conférence sera peut-être plus rigolote. C'est tout ce qui est autour de la communication de crise dans l'aviation. Vous verrez, on va du marketing raté jusqu'aux accidents. Donc première chose, les big data, en réalité, ça correspond à un besoin. Les compagnies aériennes ont des besoins de prise de décision opérationnelle parce qu'on a énormément d'éléments qui vont peser sur elles. On a évidemment toute la dimension spécificité des avions, avec les contraintes opérationnelles, avec les avions qui sont certifiés ou pas pour pouvoir s'éloigner des aéroports. Vous savez qu'on ne peut pas tous traverser l'Atlantique en étant à 3 heures d'un aéroport. Il y a des qualifications spécifiques pour ça. On a le nombre de personnes qu'on peut transporter, on a la capacité de carburant, la capacité de fret également qui va être importante, la consommation, etc. On a toute la dimension humaine, les équipages, les contraintes opérationnelles, le service à bord, c'est-à-dire être capable d'acheminer, de récupérer tout ce qu'on va ce qu'on va distribuer aux passagers pendant le vol. On a toute la dimension pression aéroportuaire avec ne pas faire de bruit, la piste est courte, il y a du vent, il y a de la météo, et la pression des passagers qui veulent avoir plein de services, mais pas forcément le payer cher. Le problème, c'est que tous ces besoins et toutes ces connaissances, elles sont réparties dans plein de petites startups différentes. Donc là, c'est uniquement, et il y en a certainement d'autres, ce que EasyJet utilise pour répondre à 4 problématiques qui sont là. Tout ce qui est relation avec les passagers, tout ce qui est management des vols, tout ce qui est optimisation des opérations et ce qui est autour de la maintenance. C'est-à-dire que la compagnie aérienne est obligée d'avoir un service informatique qui est d'une complexité incroyable et aujourd'hui qui n'est pas réellement centralisé. Et donc, les big data permettent de répondre en partie à cette problématique. Qu'est-ce qu'on appelle par big data? C'est en réalité la collecte d'informations dans l'avion, avec des dizaines de milliers de capteurs, avec par exemple les vibrations, les accélérations, donc je pense prendre des jets, les chocs qu'on va prendre par exemple à l'atterrissage, la pression dans les circuits hydrauliques, la température, l'humidité, donc là on parle toute la dimension météo, le nombre de cycles d'extinction, d'allumage, etc., les tensions électriques, les champs magnétiques dans lesquels on se trouve, la position, voilà. Il y a beaucoup d'éléments, l'altitude, qu'on va se prendre également. Pour vous donner un ordre d'idée, on a l'A380, donc un avion qui a volé à partir de 2005. Il y a 300 000 capteurs embarqués qui vont générer une donnée entre 1 et 400 fois par seconde. Tout n'est pas utile, mais du coup, vous vous rendez compte de la quantité de données qu'on pourrait utiliser. Une compagnie comme Air France dit qu'elle utilise 24 000 capteurs, et ça génère déjà 1,5 giga de données par vol. Un avion un petit peu plus moderne, le 787, là, le potentiel, c'est 500 gigaoctets de données par vol, et on en exploite déjà 15 gigas par vol. Donc on est déjà x10. Et si on regarde ce qu'on a il y a 2 ans, juste le moteur Safran, c'est 1000 gigas pour chaque heure de vol. On est passé de 1,5 giga par vol à 1000 gigas par heure. Donc vous voyez, on est vraiment sur une donnée qui est exponentielle. Pour exploiter tout ça, il faut évidemment beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de puissance de calcul, d'où le fait qu'on cumule souvent les applications, les big data, avec l'intelligence artificielle. Les big data, elles ont 6 grands objectifs, 6 grands piliers, on ne va pas tous les aborder aujourd'hui. D'abord, évidemment, pour construire des avions correctement, pour améliorer les chaînes de production, pour réduire le nombre d'erreurs, pour avoir un flux tendu et pas avoir de stock inutilisé. Améliorer la maintenance, réduire la consommation de carburant, optimiser les opérations, améliorer la sécurité des vols et améliorer l'expérience voyageur. Il faut savoir que les premiers grands systèmes de fidélisation sont dans l'aérien. Avant même les hôtels, etc. À partir des années 80, c'est dans l'aviation qu'on a inventé la fidélité avec des cartes de fidélité. Alors, la maintenance prédictive. En réalité, il y a 3 types de maintenance. Soit on fait une maintenance corrective. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Mon avion avait une roue qui était trop usée, ils ont dû changer ma roue, mon avion avait 2 heures de retard. Un avion immobilisé, ça coûte 80 € par minute. Donc ce matin, 2 heures, je vous laisse faire le calcul. Ils auraient eu intérêt à savoir que ça allait avoir un problème. Deuxième type de maintenance, c'est la maintenance préventive. C'est-à-dire, on estime qu'un frein céramique a une durée de vie de 200 vols, certainement plus, j'en sais rien. On va le changer, à 190 vols, on va changer. Mais cette pièce a peut-être encore un potentiel, c'est-à-dire qu'on perd du potentiel.
Et la troisième dimension qui est permise maintenant par les big data, c'est la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'on sait, parce qu'on a tous ces capteurs qui vont nous dire, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 3 vols, telle pièce va tomber en panne, il faut la changer tout de suite. Donc c'est ça qu'on cherche à obtenir. Un exemple, quand il y a une panne simple, je prends l'exemple de Prognos, donc un système qui a été développé en interne par Air France. Une panne simple, il fallait 6 heures pour identifier la problématique de cette panne. Avec les big data, c'est réduit à 5 minutes. Une panne complexe, il fallait 50 heures de test. Il faut 2 heures aujourd'hui. Donc on est vraiment sur une évolution qui est incroyable en termes de besoins humains et de faire travailler des gens la nuit, etc., en termes de coûts et en termes de vitesse pour remettre l'avion en œuvre. Un autre exemple, les pompes à carburant de la 380. Aujourd'hui, Air France sait 10 à 20 jours à l'avance parce que ça vibre une pièce qui n'a rien à voir. Ils n'ont pas encore compris pourquoi ça faisait ça. Mais en gros, parce qu'ils ont analysé un certain nombre de pannes, ils ont vu que 10 à 20 jours avant que la panne survienne, il y a un truc qui n'a rien à voir qui vibre dans un coin. Et à partir de cet élément-là, ils ont défini que ça allait avoir une panne. Et donc on sait 10 à 20 jours avant que la panne survienne qu'il faut changer une pompe à carburant. Un petit exemple, des sociétés spécialisées là-dedans, elles nous disent, voilà, il y a une probabilité que le bleed air du Boeing 777 soit en panne, 99,9%. On sait d'où vient la panne, on sait la réparer très rapidement. Donc là, c'est la première chose. Et je reviens sur mon exemple d'EasyJet, que j'ai un petit peu plus approfondi sur la maintenance. Regardez la quantité de sociétés qu'EasyJet est obligé de contractualiser pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Et tous les jours, vous avez des nouvelles startups qui inventent une nouvelle problématique pour répondre à un micro-problème. C'est même tellement complexe qu'il y a des sociétés qui se sont organisées pour structurer et coordonner les différentes opérations de maintenance. Voilà. Et vous en avez d'autres. Juste avant, c'était Flight Watching qu'on regardait, qui sont spécifiquement sur les systèmes de bleed air, donc un système de pression. Deuxième grande catégorie, je peux en parler pendant 5 heures, donc n'hésitez pas à poser des questions ou alors on les garde par la fin. J'ai pris 3 grandes catégories. La deuxième, c'est la réduction de la consommation de carburant. Vous savez qu'il y a des procédures d'écopilotage. L'aviation a un grand objectif qu'il s'est engagé à tenir, c'est malgré la croissance du trafic aérien qui va doubler tous les 15 ans, on ne va pas émettre 1 gramme de CO2 en plus dans les prochaines années. C'est-à-dire une émission de CO2 constante malgré la croissance du trafic. C'est très ambitieux. Il y aura des achats de carbone, on va planter des arbres pour compenser, mais il y a aussi un objectif de réduire la consommation qui est très important par les technologies, par plein d'autres choses. Et il y a aussi l'écopilotage. L'écopilotage, c'est connu. Par exemple, faire des montées continues plutôt que de faire des paliers, et des descentes continues plutôt que de faire des paliers. Comme ça, on peut planer, on peut réduire les moteurs. Rouler sur un seul moteur et réduire l'utilisation. Vous savez ce que c'est, les reverse, quand on freine et on utilise les freins pour souffler, enfin les moteurs pour souffler vers l'avant, ça nous fait freiner. Vous avez des sociétés comme Open Airlines, qui est toulousaine, qui offre au pilote, à chaque seconde de son vol, il lui dit à quel point il a bien appliqué les procédures d'écopilotage qu'on lui a recommandées. Mais ça veut dire que les pilotes, aujourd'hui, savent « j'ai été bon à 80% ». Et ça fait des compétitions, je veux dire, ils savent par rapport à la moyenne de leur compagnie aérienne s'ils sont plutôt moins bons ou plutôt meilleurs. Et donc ça incite tout le monde à s'améliorer et à appliquer les meilleures pratiques. Ils ont traité 2 millions de vols en 2018 et ils ont observé entre 2 et 5% de réduction des émissions de carbone et de la consommation de carburant. 400 000 tonnes de CO2 non émis en 2018 grâce à Open Airlines. C'est plus d'économie de carburant que toutes les Tesla du monde réunies. Pour vous donner un idée juste sur cette société qui n'est pas forcément très très connue. On a un retour sur investissement. Ils affichent un chiffre d'affaires à 3 millions de dollars. Les compagnies clientes disent qu'elles ont économisé 100 millions de dollars de carburant. Donc ils n'ont que 40 clients, je peux vous garantir qu'ils en ont 300 dans quelques années. Parce qu'il faut pouvoir appliquer ces bonnes pratiques au niveau international. Autre exemple, avec une société qui s'appelle Safety Line, à chaque fois vous en avez. Open Airlines est vraiment quasiment la seule sur cette niche-là. Par contre, proposer les meilleures pratiques au bon moment, c'est un petit peu plus fréquent. Là, je donne l'exemple de Safety Line. En fonction du vent, de la pression atmosphérique, de la météo, de la longueur de la piste, de l'humidité, du poids de l'avion, de la quantité de bagages qu'on va avoir mis, la Safety Line va proposer par exemple une puissance de poussée optimale pour l'avion. Et l'avion, vous savez qu'on a des systèmes pour que l'autothrottle avance, la poussée se fait automatiquement, calculée de manière parfaite. Et donc ce système, avec toutes les informations qui sont autour, va proposer
un profil de montée, une poussée idéale qui permet de réduire de 5 à 6% la consommation de carburant sur le décollage. C'est énorme, parce que c'est une des phases, évidemment, où on consomme le plus. Vous avez cette possibilité aussi qui va s'appliquer de plus en plus également sur le vol de croisière. Donc on est aujourd'hui sur les balbutiements, on a des résultats qui sont très prometteurs, mais qui vont être de plus en plus appliqués sur toutes les phases de vol. Deuxième exemple, toujours avec Safety Line, ils vont dire, vu que tu as le vent dans le dos, bah, la puissance optimale de poussée, ça va être ça, donc mets-toi à telle altitude. On fait vraiment du vol optimisé en temps réel. Ensuite, on va essayer de réduire le poids de l'avion. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça par les big data? D'abord, c'est par la transformation numérique. La première chose, vous savez, à chaque fois qu'on transporte 1 kg, on va consommer 3,5% du poids transporté par heure de vol. Une mallette de vol qui pèse 11 kg, c'était la moyenne, quand on la remplace par des tablettes. 11 kg par heure de vol, c'est 350 grammes de carburant consommé par heure de vol. Donc sur une année, quand dans les avions vous remplacez par des tablettes, vous vous économisez des dizaines de kilos, des centaines même de kilos de carburant par avion. Autre exemple, Air Canada a fait à partir du machine learning, ils ont défini que les bagages de soute ne faisaient pas forcément le même poids. En fonction de votre destination, et puis l'aller et le retour, vous achetez des souvenirs à destination, et puis quand il fait froid, de là où vous partez, vous prenez quand même plus de vêtements au cas où il fait froid en Polynésie. Donc on s'habille plus, donc les bagages de soute sont plus lourds quand il fait froid au décollage. Donc du coup, à partir de tous ces éléments-là, ils arrivent à avoir une prédictibilité du poids réel des bagages de soute, et avec ça, ils définissent la bonne quantité de carburant. Pourquoi ? Parce que si je prends un devis où j'imagine je vais avoir, je dis n'importe quoi, 2 tonnes de bagages de soute. 2 tonnes de bagages de soute sur un vol de 10 heures, je vais devoir emporter 1 tonne de carburant pour les transporter. Or, cette tonne de carburant que j'achète, elle va réellement consommer 300 kg de carburant pour être déplacée. Si je sais qu'en réalité, je ne vais avoir que 1 tonne de bagages de soute, je peux acheter 2 fois moins de carburant pour transporter mes bagages de soute et donc consommer moins. Et puis si finalement, quand on pèse, on voit qu'on a plus de bagages de soute, on peut quand même acheter plus de carburant et il y a des marges très importantes, ne vous inquiétez pas, on pourra en parler après. Ensuite, dernier exemple, vous avez l'optimisation du nettoyage des moteurs. Ça encore, c'est une petite option d'Open Airlines. Ils vont voir à partir de quel moment votre moteur pousse d'une manière parce qu'il s'est un petit peu encrassé à force de se poser avec du sable, avec des insectes, etc. Donc on va nettoyer les moteurs pile au bon moment. Avec tout ça, donc là je prends l'exemple encore une fois de Transavia. Pourquoi Transavia ? Parce que c'est une compagnie qui applique très très tôt, à partir de 2015, ils se sont lancés à fond sur la transformation digitale et l'application de toutes ces bonnes pratiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont classés 5e compagnie la plus écolo du monde, alors qu'ils n'ont même pas les avions les plus modernes. Ils sont sur du Boeing 737 NG. Ils sont autour de 2,3 litres au 100 par passager. Donc ce qui est bien. Alors, les Neo, les A320 Neo et les 737 MAX, quand ils volera, on descend sous les 2 litres au 100. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Le cumul de Open Airlines et de Safety Line, c'est 120 kg de carburant économisé par vol en moyenne. Aviobook, qui, je vous disais tout à l'heure, remplacé par des iPads, c'est 0,3 litres de carburant par avion et par heure de vol. Voilà. Et donc c'est ce type de pratique-là qu'aujourd'hui vous allez voir apparaître dans toutes les compagnies aériennes du monde et qui vont se répandre de manière très très rapide. Ensuite, on a tout ce qui est autour de l'optimisation des opérations aériennes. Je prends plusieurs exemples. Évidemment, vous savez qu'on perd du temps au sol parce qu'il y a un mauvais suivi de qui fait quoi à quel moment. Et donc, vous avez des sociétés comme HappyJet qui nous dit les crews, les personnels sont à bord, le fueling, c'est bon, l'embarquement des passagers, c'est bon, l'APU, vous savez, l'utilisation du moteur dans la queue, c'est bon, on va pouvoir le couper, donc on va réduire la consommation de carburant. La nourriture est embarquée. Par contre, les portes ne sont pas encore fermées, on n'a pas signé le load sheet, etc. Le papier qui dit qui est à bord. Avec un suivi comme ça de tous les avions sur la compagnie aérienne, la compagnie Islander, dès la première année, a économisé de l'argent en appliquant ces méthodes-là. Air France fait ça également en interne, mais encore une fois, vous voyez que la problématique, c'est que chaque compagnie développe sa solution en interne, alors qu'en fait, on pourrait essayer un petit peu de les mutualiser. Deuxième exemple, sur l'optimisation des trajectoires.
Vous savez que le monde, l'aviation, a été construit d'une manière qui n'est pas totalement optimale. C'est-à-dire que vous faites un Toulouse-Brest, c'est peut-être un mauvais exemple, mais on va passer par Paris. Parce qu'on ne fait pas des lignes droites, on doit passer à la verticale des balises qui sont sur le sol, qu'on appelle des VOR, parce que historiquement, on était sur une airway, il y avait une balise derrière nous, une balise devant nous, on était sur l'axe, ça permettait de ne pas se perdre. Et quand on passait vertical la balise, bonjour le contrôle, je suis sur la balise, il nous donnait la clairance pour la suite du voyage. Sauf qu'aujourd'hui, on fait des zigzags. À tel point que l'Union européenne a fait une étude dans laquelle elle estime, si on arrêtait de faire des zigzags, tout de suite, on réduirait de 6% le temps de vol sur l'Union européenne et donc la consommation de carburant en vol de croisière. La mauvaise optimisation du trafic aérien provoque 30%, on pourrait réduire de 30% les délais et les retards si on utilisait les big data dans l'aérien pour leur optimiser le trafic. Donc si demain, sans changer quoi que ce soit, on appliquait les big data pour le contrôle aérien, on économiserait 10% de CO2 sur l'aviation dans l'Europe. Et ça, c'est une étude de l'Union européenne avec un objectif 2035. C'est pas super rapide, mais au moins on va dans le bon sens. Mais vous avez déjà des startups sur les zones qui ne sont pas aussi strictement contrôlées. Par exemple, sur l'Atlantique Nord, FlightKeys propose un système pour optimiser votre trajectoire en fonction du vent, en fonction de la météo, en fonction des nuages, en fonction de vos obligations ETOPS. Vous savez que, par exemple, un avion va être qualifié pour ne pas s'éloigner à plus de 2 heures d'un aéroport. Et donc, il est obligé de faire des trajets qui sont parfois un petit peu plus longs. Et tout ça va être optimisé pour perdre moins de temps en vol, notamment, pour avoir le vent dans le dos et pour réduire, encore une fois, la consommation de carburant. Deuxième exemple. Vous savez, quand un avion a des turbulences, quand il rencontre des turbulences, il va réduire sa vitesse et il va éventuellement changer d'altitude. Même si ce n'est pas dangereux, ce n'est pas confortable, ça ne permet pas de faire le service à l'arrière, etc. Donc, quand un avion aujourd'hui avait des turbulences, un A380 qui rencontre des micro-turbulences, le pilote, il n'avertissait même pas l'avion derrière lui, puisque ce n'est même pas assez lourd, il est tellement lourd que ça ne le gêne pas, il n'y a même pas forcément de turbulence. Par contre, les capteurs qui sont à bord auraient pu enregistrer ces micro-turbulences, et un avion qui est derrière, lui, ça aurait fait des grosses turbulences. Et donc cette capacité qu'ont les avions aujourd'hui à communiquer et à partager l'information, notamment via les réseaux satellites, est promue. Vous connaissez l'IATA, l'aviation civile, l'association de l'aviation civile, a organisé une quinzaine de compagnies aériennes qui se sont mis ensemble pour partager les informations sur les turbulences. Donc lui, quand il dit « j'ai des turbulences », l'avion qui est derrière, au lieu d'arriver dans la turbulence et de s'adapter au dernier moment, et de consommer du carburant et de perdre du temps, etc., il va déjà monter gentiment, tout doucement, très progressivement, ce qui fait qu'il va moins consommer de carburant, il ne va pas faire de détour, il ne va pas perdre de temps et tout le reste. Donc là, on est toujours sur l'optimisation des opérations. Un autre exemple, si vous allez à Londres un vendredi soir, vous avez de grandes chances de devoir tourner en rond pendant 1 heure. Donc, par défaut, systématiquement, il y a beaucoup de compagnies qui, dès qu'elles vont à Londres, quelle que soit l'heure, qu'il fasse beau ou mauvais, elles ne se posent pas ces questions-là, elles achètent toujours de quoi attendre 1 heure au-dessus de l'aéroport de destination, ce qui n'est pas forcément utile. Donc vous avez une organisation du trafic qui est faite avec des quantités de pétrole de réserve. Vous savez, on prend de quoi faire le trajet, plus de quoi attendre 1 demi-heure, plus de quoi tenter 2 atterrissages, plus de quoi changer d'aéroport pour aller sur une zone dans laquelle la météo ne serait pas la même si on a une zone pourrie à destination. Ça, c'est le minimum légal. C'est-à-dire que tout avion qui décolle a au moins 1h30, 2 heures, 3 heures de pétrole de plus que ce qui est nécessaire pour son trajet. Et en plus de ça, le pilote il peut dire « Londres, j'ai pas confiance, je rajoute encore 1 heure ». Mais il y a des heures auxquelles ce n'est pas forcément nécessaire. Et grâce à l'analyse Big Data prédictive, on peut définir à quelles heures ça vaut le coup d'ajouter encore du carburant. Je passe sur la prospective. Juste un petit point sur la sécurité, parce que je trouve ça assez fondamental, parce que j'ai parlé plus vite que ce que je croyais. Par exemple, on est capable aujourd'hui de dire tel pilote, sur 100 atterrissages, il y avait 1% de ces atterrissages dans lesquels il était en survitesse quand il a sorti les volets. Donc ce pilote-là, il faudrait le sensibiliser sur telle problématique. Sauf que quand c'est quelque chose qui arrive 3 sur 100 vols et que ce n'est pas enregistré, en fait, on ne va pas identifier. On ne va pas comprendre que lui, peut-être qu'il faudrait le sensibiliser particulièrement sur telle ou telle problématique.
On a sur certains aéroports, vous savez ce que c'est qu'une remise de gaz. Quand l'avion arrive, qu'il y a trop de vent, qu'il y a de la pluie ou quelque chose, l'avion va recommencer, puis va recommencer à se représenter. Et en fait, à force d'analyse sur certains aéroports, on a vu que l'avion n'est pas stabilisé, mais que s'il allait 5 km/h plus vite, l'avion pourrait être mieux stabilisé, donc parce qu'il est moins sensible au vent, par sa vitesse relative. Et donc, par l'analyse des big data, on peut définir tel type d'avion, quand il fait telle masse, il faudrait qu'il aille 3 nœuds plus vite pour moins risquer de faire des remises de gaz. Donc vraiment, on a des applications de sécurité, de suivi des pilotes, de bonnes pratiques qui sont phénoménaux et qui vont continuer à se répandre de plus en plus. Petit côté prospective, puisqu'on est quand même sur un salon qui est destiné au recrutement et à vous faire voir un petit peu ce que ça va donner. On a un secteur des big data qui faisait à peu près 750 millions de dollars de chiffre d'affaires d'après les estimations en 2017 et qui a une tendance à croître de 38% chaque année. C'est-à-dire qu'on est vraiment, dans 3-4 ans, on est à plus de 3 milliards de dollars dans le monde sur les big data dans l'aviation. Et on l'a vu avec des retours sur investissement pour les compagnies qui peuvent être x5, x10, x30 pour Open Airlines. Et on est, je ne sais pas si ça vous parle, ça c'est vraiment les analyses qu'on fait un petit peu dans les marchés, dans les études de marché. On est aujourd'hui sur l'innovation, on est au début d'une croissance qui va être exponentielle et probablement un marché qui va se structurer autour de 2025. Donc c'est maintenant qu'il faut rentrer dans ce secteur-là parce que ça recrute, parce qu'il y a des besoins, parce qu'on développe des nouvelles data. Vous avez vu, il y a 400 000 capteurs, on n'en exploite même pas 20 000. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire quand on réussira à tout exploiter. Et si on regarde du coup les petites structures, on est sur un marché qui était très fragmenté, avec plein de petites pépites isolées. Je vous en ai cité quelques-unes, mais vous en avez plus d'une centaine. En France, il y en a plusieurs dizaines déjà. Et ces petites structures sont en train de se rapprocher pour devenir de plus en plus grosses, pour arriver à un marché qui va être certainement plus concentré, avec des grosses solutions qui répondent quasiment à l'ensemble du besoin. Donc peut-être que vous connaissez Skywise. Skywise, qui est la structure des big data portée par Airbus. C'est un système qui a énormément de potentiel parce qu'évidemment, ils ont la connaissance et ils ont la capacité de mettre en place des infrastructures de collecte des données qui sont massives et ils ont mis les moyens pour réussir à offrir des services qui vont répondre à toutes les problématiques en même temps. C'est-à-dire qu'ils font de la maintenance prédictive, de l'économie de carburant, ils font tout à la fois, mais pas encore toutes les petites startups. Donc je pense qu'ils vont intégrer toutes ces idées une par une, qui vont être assez massifs. Donc Skywise recrute, les sociétés qui travaillent pour Skywise recrutent, moi je travaille pour CGI Consulting. On a un gros pôle qui travaille aussi en conseil pour Airbus et pour tout le secteur aérien. Voilà, donc les sociétés de conseil, ça recrute beaucoup, les informaticiens, ça recrute beaucoup. Et en tout cas, les big data, vous voyez que vous avez pas mal d'avenir dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez des questions? On a 3 minutes. D'accord, très bien. Oui. Vous voulez parler? Non, non. Ah oui, mais bon, vous entendez? Si je vous donne le micro. Donc monsieur travaille dans la maintenance prédictive. Oui, bonjour. Bon, moi j'ai démarré dans la maintenance prédictive, ça n'existait pas. C'était en 2012. Et on a travaillé, enfin j'ai travaillé, je faisais partie d'une filiale d'Airbus qui a été revendue. Et on a mis en place le premier système de maintenance prédictive pour le premier système d'un avion, qui était la 330. Mais nous, la problématique qu'on a eue, ça n'a pas été le big data. Le big data, ça marchait déjà. C'était tout ce qui était intelligence artificielle. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le transfert des datas en temps réel. Le transfert des datas en temps réel, c'est sur la deuxième partie. Parce que la grosse problématique qu'il y a sur la partie, on va dire, gestion des vols, c'est qu'à l'heure actuelle, on est incapable, à cause des satellites et du transfert, de faire du transfert temps réel. Quand on fait de la maintenance prédictive sur les avions, si on sait qu'une panne va arriver dans 5 jours, on aura les données qui arrivent à l'atterrissage, mais pas pendant le vol. Par contre, s'il y avait un problème sur une panne dans les 3-4 minutes, on est incapable de le faire. Okay, mais le gros problème, c'est l'intelligence artificielle. Alors moi, quand je parle de ça, parce que vous avez fait c'est une très belle présentation, hein, qui est très synthétique
et qui explique très bien aux gens ce qui va se faire. On peut parler de Skywise si vous voulez. Mais moi, quand je parle de ça, je parle de il faut 3 choses. 1, les données, il faut les stocker. Donc c'est le cloud. Airbus est en train de mettre en place un cloud privé. C'est hyper important. Parce que si on utilise des serveurs classiques, on explose. 2, le big data, c'est ce qui permet le transfert temps réel. Et le transfert en péraoctets. Parce que maintenant, on n'est même plus en téraoctets. D'accord ? On est vraiment à un niveau où on reçoit des données, mais c'est quasiment en microsecondes. 3e, c'est l'intelligence artificielle. Moi, quand j'ai commencé, on avait des réseaux neuronaux, des ANN. Maintenant, on n'en est plus là. On en est au machine learning. Et les transferts de calcul, nous, à l'époque, quand on le faisait, ça prenait un peu de temps. Maintenant, avec les nouvelles fonctions mathématiques qu'il y a, je ne vous cache pas que ça va très, très vite. Dernier point. Vous avez oublié un truc sur l'aviation. C'est qu'à l'heure actuelle, les systèmes d'information qui sont relativement défectueux en termes de PLM, de RP et de MES font qu'à l'heure actuelle, les MES arrivent à une grande vitesse. Dassault a sorti 3D Experience et ils ont acheté des outils de MES qui sont Delmia et Apriso et qui vont être mis en place dans le système d'information global avec le PLM et le RP. Et là, c'est la gestion de la fabrication avec tous les robots. Je ne vous cache pas que Airbus est passé de 40 avions par mois à plus de 60 maintenant. Et ils pourraient très bien passer à 100 s'ils avaient la technologie qui vont. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 400 000 capteurs sur la 380, oui. Il y en a plusieurs millions dans les plateformes de fabrication. Et il faut gérer ça. Et un MES, ça doit fonctionner à la microseconde pour savoir quand est-ce qu'il faut arrêter la fabrication parce qu'il y a un problème sur un capteur. Et ça coûte. Et il n'y avait pas de solution. Et les solutions sont en train d'apparaître. Et ça va être un marché qui va être prodigieux. Alors, il sera moins fort que la partie Améro, mais il sera quand même extrêmement balèze. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à la base, Skywise est une réponse à un besoin interne d'Airbus pour répondre à l'augmentation de la cadence de production. À la base, les big data chez Airbus, c'était pour répondre à son propre besoin. Et une fois qu'ils ont vu à quel point c'était génial, ils ont étendu la question et ils l'ont ouvert à d'autres services. Air France KLM, par exemple. Que c'est là qu'il y avait de la valeur. C'est vrai que le service a une plus grosse valeur que la production aéronautique aujourd'hui. Juste un dernier point sur la maintenance que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est vrai que les avions avaient des capacités d'autodiagnostic depuis déjà un certain temps, et notamment ils pouvaient transmettre une certaine quantité d'informations par des communications qu'on appelle les systèmes ACARS, les communications ACARS. Et c'est-à-dire qu'on a des avions, même aujourd'hui, vous regardez des accidents, avant l'accident, on voit, tiens, l'avion a envoyé tel type d'informations. Regardez le crash de l'avion Égyptaire, il y a quelques années, je crois que c'est en 2015, l'avion avait envoyé des informations, l'Égypte dit qu'il y avait une bombe à bord, l'avion, pendant 11 minutes, il a envoyé des informations, il y a de la fumée, il y a de la chaleur, etc. Donc on savait aussi, on peut faire des débuts de diagnostic. Le but, c'est d'accélérer une maintenance. Je vais prendre le funeste exemple du Rio-Paris, parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit. L'avion, en vol de croisière, a dit « ma sonde, là, va falloir la changer quand je me poserai ». Le but, c'est d'accélérer une maintenance. Donc le but n'était pas de faire une boîte noire. Mais c'est vrai qu'on a une impossibilité, par le volume de données qui sont produits, on est incapable de transmettre toutes ces données en temps réel. Donc c'est vrai qu'il faut attendre que l'avion se pose pour que l'avion envoie ces informations via le Wi-Fi sécurisé et qu'elles soient analysées derrière. Donc c'est vrai que le flux de données nécessaire est quand même relativement important. On aura de la Bluetooth.